Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. C'est la rentrée, on est de retour et on recommence avec un petit rattrapage de l'été avec les bonnes sorties de cet été. Comment ça va l'équipe ? Hello, ça va bien, merci. Ça va super. Super, contente de vous retrouver. Contente de cette rentrée des classes, prêt à parler de films ? Ouais, On des est beaux films pareil. cet été, ouais. Allez, et avant de commencer cette année scolaire, comme je le disais, on va rattraper plusieurs sorties de cet été. On est assez généreux ce mois-ci puisqu'on aura 5 sorties et non pas 4. 4 sorties du mois de juillet pour commencer avec L'Accident de piano, Matérialiste, Superman, Eddington. Et on finira avec un coup de cœur de la rédac pour spoiler un petit peu, qui sera Sentimental Value, valeur sentimentale de Joachim Trier. Mais on commence avant avec ce que vous avez l'habitude, le quiz. Et pareil, comme ce mois-ci, j'ai 5 questions en stock qui sont que sur les films de ce mois-ci. Donc, il n'y a pas le bonus où je pose des questions hors des films. Et on commence avec L'Accident de piano. Alors, Adèle Exarchopoulos s'est pas mal investie dans le rôle pour L'Accident de piano. Et il y a un élément du film qu'elle a fait pour de vrai. Lequel ? Je vous laisse faire des réponses pêle-mêle. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne des indices. Porter des bagues ? Putain, j'allais le dire. Ouais, c'est ça, exactement. Un point pour Sné. Oui, elle s'est... Putain, vous devenez vraiment fort. Hein. Je suis perdu là, parce que là, de mois en mois, vous êtes de plus en plus fort. Ouais, donc du coup, elle s'est vraiment fait poser des bagues. Et Quentin Dupieux a raconté que qu'elle avait eu très mal, qu'elle saignait, enfin que c'était assez hardcore. C'est horrible. Et que ça avait été assez douloureux, quoi, comme expérience. Mais surtout, quelle utilité, en fait. C'est vrai, vraiment. Ouais. Il y a vraiment toute une équipe technique pour faire ce genre de prothèses, les poser, que ça ressemble au vrai. Ouais. Ah bah, parlons-en de l'utilité. On n'est pas encore dans les avis sur le film. Modère-toi, tempère-toi. Alors, on passe sur le film Superman. J'ai 2 questions autour du film Superman. La première, dans le film Superman, Lex Luthor est très jaloux et est un rageux de Superman. Et dans la vraie vie, Nicholas Hoult a une bonne raison d'être jaloux de l'interprète David Corenswet. Mais laquelle ? Ils sont sortis avec la même fille ? Non. Il lui a proposé un rôle que... Enfin, il a eu un rôle qu'il voulait ? Il va falloir que tu précises. Il devait jouer Superman. Il voulait jouer Superman. Ouais. Exactement. Mais c'est toi. En gros, C'est il Sner. était Non. dans donc il y a eu pas mal d'acteurs qui ont été vus et pas Lex Luthor, pardon. Nicholas Hoult, il était un peu dans la shortlist pour jouer Superman. Sauf que James Gunn, un peu depuis le début, il le voyait plutôt en Lex Luthor. Mais il a quand même fait passer un peu en lui donnant quand même l'espoir qu'il puisse faire Superman. Mais à la fin, il lui a dit c'est quand même l'autre que je veux. Mais par contre, je te sens vraiment bien pour le rôle de Lex Luthor. Et donc, il lui a donné ce rôle-là. Mais du coup, il a quand même eu un second rôle qu'il visait pas. Mais c'est un truc quand même un peu fréquent, notamment dans les films de super-héros. Avec Christian Bale, il y avait déjà eu un cas de figure comme ça. Ensuite, donc toujours autour de Superman et toujours autour des castings, il y a un acteur très célèbre qui a refusé de passer les castings pour Superman. Mais qui ça ? Mais genre, son agent lui a dit, il y a ce truc, et il a fait non, je veux Non, pas. c'est en gros, le fonctionnement, c'est que James Gunn, il avait un peu des noms qu'il voulait faire passer. Et donc, où il a contacté les agents pour qu'ils contactent les acteurs en leur disant si vous êtes intéressés, vous pouvez venir passer des castings. Et il y a un acteur très célèbre qui a été contacté. Donc, ça ne veut pas du tout dire que James Gunn avait pour intention de lui donner le rôle. Mais lui a dit non, ça ne m'intéresse déjà pas. Donc, il ne s'est pas déplacé pour faire les castings, quoi. C'est un jeune acteur ? Ouais. Paul Mescal ? Non. Robert Pattinson ? Non. Jacob Elordi ? Un point pour Snéha. Oh putain, incroyable. Ouais. Ah là là, quelle Oui, belle mais rentrée. il a le charisme. Enfin, il a Ouais, la ouais, il a charisme. vraiment la quoi. dégaine Ouais. quand même. Il est très grand, brun. Gaspard est en PLS. Il n'est pas encore revenu de vacances. Faut redescendre ta montagne, mon pote. Non, ouais, c'est Jacob Elordi et il a dit en interview un peu de manière ironique, c'est un rôle trop sombre pour moi. Il disait qu'il le sentait pas, que les films de super-héros l'intéressaient pas trop, et donc il a décliné et il a pas passé les castings. Je comprends pas trop sa justification parce que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi rayonnant Ouais, mais en je un pense que an. c'était ironique, ouais. Ah oui, d'accord. Enfin bref, personne n'a trop compris sa réponse, mais l'hypothèse c'était que c'était ironique. Allez, reste 2 questions pour vous refaire, parce que la Sné est un peu en carton. La 4e question, c'est autour de Matérialiste. Il y a un élément du film qui est vrai, ou du moins inspiré d'une vraie expérience. Lequel ? Le mec qui s'est fait grandir les jambes. Non. Enfin, c'est une expérience qui existe pour de vrai, mais c'est pas ça que j'ai en tête. Enfin, c'est une intervention chirurgicale qui existe pour de vrai.
Ah bah le truc de l'agression pendant le date. Non, c'est pas ça. Les filles qui fêtent à chaque mariage. Non, c'est plus global. Bah, le concept de l'agence. Ça tourne autour de ça. Mais c'est un peu plus précis que ça. Ça existe, oui, les agences maritales. Mais il y a un truc qui fait qu'il y a une part de réel dans ce qui est montré dans le film. Que tu as une prime au nombre de mariages que tu fais. Non, c'est pas ça. Une matchmakeuse qui sort avec un des mecs de Non. ça. Alors, je vais préciser un peu, je vais donner un indice, et je pense que là, ça va s'accélérer un petit peu. C'est pas tant une anecdote autour du métier qui est dans le film qui est vraie, c'est plutôt que l'un des parties prenantes du film avait un lien avec le métier quand même, on va dire, pour rester un peu flou. La directrice du truc, c'est une vraie Non, c'est directrice. pas ça. La réalisatrice du film, elle était matchmakeuse. Un point pour Nina, c'est Trop ça. fort. Ouf. Donc, avant d'être cinéaste, en gros, elle avait un métier alimentaire qui était celui-là, avant de percer en tant que dramaturge. Et donc, elle a vraiment fait ce métier de matchmakeuse. Genre, à la place de Dakota Johnson, elle a c'est vraiment ouf. fait ça dans sa vie. Allez, dernière question. Gaspard, courage, tu peux débloquer le compteur. Allez, c'est autour de valeurs sentimentales. Qu'est-ce qui a initié l'idée du film à Joachim Trier? La maison. Sois plus précis. Mais c'est Bah, ça. il a vu la maison. Non, c'est pas ça. Mais c'est autour de la maison. C'est autour du concept de la maison. C'est un film. De quoi? Comment ça? C'est un film sur une maison qui a initié l'idée. Non, c'est pas ça. Mais ça tourne autour de maison. C'était sa maison de famille. Non, c'est pas ça. Enfin, non, c'est pas ça. Ta réponse, là, ce que tu proposes, c'est en mode, dans le film, on voit sa maison de famille, c'est pas ça. Mais on est par contre... Ah, lui, il vivait dans une maison où il y avait plusieurs générations. Oui, mais c'est pas encore ça. Il y a encore un peu plus. Bah, non, c'est pas Non, sa maison. c'est pas ça. Mais là, on y est quasiment. Là, il manque une partie de la réponse. Donc oui, ça tourne autour de sa propre maison familiale. Il devait la vendre. Ouais, un point pour Snéha. C'est ça. En gros, il y a eu un héritage. Donc en fait, l'initiation du film autour d'un héritage et de quoi faire de la maison et peut-être de la vendre, etc. C'est ce qui s'est passé dans la vraie vie de Joachim Trier, de sa maison de famille. Et donc c'est ça qui lui a donné l'idée de départ du film autour de sa propre maison familiale qui, suite à un héritage, devait être vendue. Bon, Nina, elle me tire la langue. Ouais, et toi, tu lui as fait un dos d'honneur pour que... Oui, si oui, on doit oui, révéler oui, tous les oui. coulisses. Bon, c'était un peu le mois de Snéha ce mois-ci. Ouais, Parce elle qu'elle a dû trichait. tricher. Ouais, avec Snéha, il y a quand même toujours une ombre. Hein. C'est comme les sportifs dopés, on leur fait plus jamais confiance. Ok, Jonas. Je sais ce que je vaux. Oula, Jonas. Allez, Ah non, et on coupera. on va se prendre un procès en diffamation. Je vais peut-être couper au montage. Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite du quiz. Le verdict final quand même commence à se rapprocher parce là c'est l'été, donc il vous restera septembre, octobre, novembre pour jouer. Ici en décembre j'en fais un aussi, donc il vous en reste 4 quand même, ça va. Et on passe aux critiques de films alors avec notre vaste programme. Merci pour les questions. Oh là là, ça y est, ce mois-ci elle a gagné, ça y est, Ah, elle la fait de la faux lèche. cul. Oh là 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 là. Il n'y a pas une fois elle m'a remercié pour les questions. C'était plutôt le bureau des complaintes habituellement. En mode oh mais arrête les chiffres, arrête les audiences. Allez, non, je ça avantage Nina. Oh la honte. Il y a plus rien. Et on commence ce marathon de films de l'été avec L'accident de piano de Quentin Dupieux. Vous êtes prête? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Magali est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus chocs sur les réseaux sociaux. Après un accident grave survenu sur le tournage de l'une de ses vidéos, Magali s'isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Donc, c'est moi qui vais commencer à parler de ce film. Moi, j'aime pas du tout les films de Dupieux, généralement, et je m'étais juré que j'irais plus jamais en voir après le second acte et ce long travelling sur des rails
qui m'a vraiment mise hors de moi. Mais là, en fait, ce qui m'a convaincue d'y aller, c'est qu'on m'avait dit qu'il y avait une vraie histoire, avec un début, une fin, donc voilà. Ça m'a donné envie d'y aller. Et en vrai, j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère du film, que ça se passe en hiver, toute l'esthétique du chalet. Donc ça, déjà, j'ai beaucoup aimé. Même à l'intérieur, les photos qui reflètent son narcissisme et tout. Je trouvais ça vraiment... Enfin, je sais pas, c'est un cadre qui m'a plu. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le duo entre Adèle et Jérôme Commander. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Elle est terrifiante. Enfin, vraiment, elle est terrible. Mais en même temps, enfin, genre ses répliques et ses échanges, ils me faisaient beaucoup rire. Et j'aimais bien aussi le concept de départ sur le fait qu'elle se faisait du mal. Enfin, je sais pas, je trouvais ça original et l'histoire, elle m'a assez embarquée. J'ai trouvé ça rapide, j'ai trouvé ça dynamique. Voilà. Je vais pas m'en souvenir toute ma vie, mais j'ai trouvé ça assez efficace et par rapport à ce que je m'attends de Dupieux, j'étais plutôt contente. Vous en avez pensé quoi? J'enchaîne et après on laisse la parole à l'accusation. Non, mais surtout que c'est intéressant parce qu'on a des fans de Dupieux dans la... Enfin, Ouais. fans. Oui, non, mais Oui, je peux me fan définir de comme Dupieux fan. dans Hein. la Mais pièce. du coup, je suis d'accord, enfin, je suis aligné avec toi quand même, même en tant que fan, sur le deuxième acte que j'avais vraiment trouvé très caricatural, assez raté. Et là, c'est vrai que ça me réconcilie aussi parce que c'est un film, je trouve, qui correspond plus à son style, enfin, qui reprend un peu des éléments des précédents, le côté un peu gore, un peu slapstick, enfin, très comique, un peu comme dans le Dain, même le côté un peu à la montagne, etc. Enfin, le cadre. Et puis après, le truc aussi où j'ai commencé un peu à réfléchir du coup avec le recul par rapport aux différents films de Quentin Dupieux, c'est que je trouve que dans la qualité d'un film de Quentin Dupieux, là où ça joue, c'est un peu avec le personnage un peu principal, je trouve souvent. Genre, je trouve que mes Quentin Dupieux préférés, c'est ceux où il y a un personnage principal qui est vraiment ouf. Enfin, Yannick, c'était vachement bien porté par Raphaël Quenard et son personnage, même Jean Dujardin dans le Dain. Et là, je trouve que Magaloche, du coup, joué par Adèle Exarchopoulos, c'est vraiment un super, super personnage. Enfin, déjà, ce mois-ci, j'ai pu voir un peu que j'aime vraiment quand les personnages sont un peu détestables, un peu méprisables, parce que du coup, il y a plusieurs films qu'on traite ce mois-ci où le personnage principal est quand même assez méprisable. Et elle, Adèle, je trouve qu'elle a... Enfin, Adèle, comme si c'était ma pote. Adèle Exarchopoulos, pardon. Elle a un vrai potentiel comique, je trouve. Enfin, déjà, je l'avais vu un peu dans Mandibule, où elle joue un rôle vraiment lunaire. Et là, pareil, il lui a encore composé un rôle vraiment très très loin d'elle. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment très forte pour incarner ça, sachant que ça peut vite être ridicule parce qu'elle a quand même, enfin, elle a les bagues, elle a ce côté-là, enfin, très très, enfin, qui peut être vraiment assez lourd d'un moment. Et je trouve que à côté d'elle, elle a Sandrine Kiberlin, pardon, et Jérôme Commander qui sont vraiment bien aussi. Notamment Jérôme Commandard, bon lui il est un peu en pilote automatique, genre il joue son rôle mais il le joue tellement bien vraiment j'apprécie. Et le dernier point que je voulais finir parce que c'est un peu moi le principal et qui m'a fait peur au début, c'est son traitement d'internet parce que j'ai vu assez vite du coup que le sujet autour de ça allait être YouTube et notamment plus particulièrement YouTube et cette nouvelle génération de stars. Et j'ai eu un peu peur que ça soit un traitement très réac, très voilà, YouTube, l'ère du vide, des débiles, etc. Et en fait, déjà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il est revenu à une période de YouTube qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, qui est vraiment le YouTube amateur du début, où des gens très random perçaient sur des concepts très amateurs, sans production, etc. Ce qui est beaucoup moins vrai dans le YouTube d'aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a, au-delà même d'un aspect réac, il y a un côté nostalgique de ce YouTube-là du début, un peu innocent, enfin pas vraiment totalement innocent, c'est pas le bon terme, mais en tout cas très brut. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce côté un peu nostalgique de ça. Là où je vais avoir un peu plus de réserve, c'est son traitement un peu de la presse et du public, et notamment du public, où je trouve qu'il est un peu plus caricatural. Genre la scène d'interview avec Sandrine Kiberlin et Magaloche, je trouve que c'est vraiment lui qui se met à la place de Magaloche pour parler de son rapport à la presse, mais genre en mode voilà, les interviews me saoulent, les journalistes sont nuls. Et sur le côté public, le côté un peu le public est toxique, il oublie très vite les stars, notamment ces stars d'internet qui naissent très vite et qui disparaissent très vite. Donc c'est les personnages de Karim Leclou, et pourtant j'adore Karim Leclou, avec son frère je le trouve un peu plus accessoire et qui apporte moins de choses.
Là où, par contre, Magaloche et son assistant qui profitent un peu d'elle, etc., ça m'a vraiment, vraiment plu. Et les scènes où ils tournent les vidéos YouTube, je les trouve vraiment superbes. Ouais, bah, moi j'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé ça je trouvais ça hyper moralisateur sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression qu'on me disait ouais, t'as vu, les réseaux sociaux c'est de la merde, c'est une grosse débilos. Et aussi j'avais l'impression qu'ils se foutaient de la gueule de la presse, et ça moi je déteste quand on se fout de la gueule de la presse. Genre ils prenaient vraiment cette journaliste pour une merde et une opportuniste. Donc ces deux aspects-là, j'ai pas du tout aimé. Et après, tout ce qui est à la fin, en mode, il y a des meurtres, non? C'est ça? Ouais, ça, c'est les trucs de Dupieux. J'ai pas trop kiffé non plus les trucs de meurtre à la fin, en mode tout devient un peu n'importe quoi. Donc ça, j'ai pas trop kiffé non plus. Les meurtres, les trucs avec Karim Leclou et son frère, j'ai pas compris du tout. J'ai trouvé ça, enfin, j'ai pas compris. Mais comme pas mal de trucs, hein, genre, je pense que j'ai pas compris pas mal de trucs. C'est pour ça que j'ai trouvé ça moralisateur, caricatural, et c'est pour ça que j'ai pas aimé. Donc voilà. Et est-ce que quand quand t'es allé à la séance, t'avais un a priori où tu te disais j'ai peur de pas aimer, ou pas du tout, enfin, c'est au fil du film où tu t'es dit non, en fait, j'aime pas? Non, je pense que non, j'avais pas d'a priori. J'étais en mode, les critiques ont l'air bien, donc je pense que ça va être bien. Et en fait, dès le début, je suis resté un peu à côté, quoi. Hmm. Toi, Snéha, t'en as pensé quoi? Bah moi, un peu pareil que vous, pour le coup. C'est vrai que juste, par exemple, toi, tu parlais des couleurs et de la montagne. Moi, c'est les films de Dupieux presque que j'aime le moins. Notamment le daim, enfin j'adore le concept du daim, mais je trouve que du coup le film il est avec des couleurs très froides, presque t'as l'impression que c'est un peu sépia, tu vois. Et je crois que je préfère ces films au soleil, mais à part ça, j'ai trouvé ça hyper bien pour tous les points que vous avez dit. Moi je pense que justement le côté enfin comme disaient Gaspard et Walid sur le fait que Adèle elle incarne un peu enfin lui finalement, et ben j'ai trouvé ça assez intéressant et assez sincère pour une fois, parce que je trouve que il y a un truc chez Dupieux où j'arrive pas trop à comprendre ce qui l'anime, quelles sont les choses qui l'intéressent, et que j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc un peu absurde de genre je suis en train de rêver à un truc et en fait je vais en faire un film. Et je trouve que au moins, même si j'ai pas forcément son avis sur la presse, en fait que Adèle elle puisse un peu parler de lui et qu'il fasse une espèce de réponse sur pourquoi en fait il déteste être interviewé, le fait que pour lui c'est pas vraiment de sens les questions qu'on lui pose et tout, bah ça m'a intéressée en fait du coup. Et je trouvais que le fait que tous les personnages comme Karim Leclou, le frère de Karim Leclou, Jérôme Commandeur et tout, je l'ai trouvé grave intéressant, parce que je trouvais que en fait Adèle, qui est décrit comme un personnage horrible, qui a aucune habilité sociale, qui manque d'empathie et tout, et ben en fait elle est tellement entourée de personnages aussi horribles qu'à la fin j'ai fini par être presque de son côté. Enfin il y a eu un truc où j'ai trouvé qu'il avait un peu renversé finalement la vapeur, parce que moi au départ j'avais aucune empathie pour ce personnage, je la comprenais pas, et finalement face à toutes ces personnes qui finissent par qui peuvent avoir des habilités sociales, voilà, genre Sandrine Kiberlin elle est hyper charmante, Karim Leclou il est juste hyper admiratif d'elle, donc il y a quelque chose que tu reconnais. Mais en même temps à la fin bah finalement la personne peut-être la plus entière bah c'est elle, quoi, et du coup je trouvais ça assez intéressant. Et c'est ce que j'ai aimé dans le film. Mais en même temps, moi je trouve que effectivement tu te dis, je trouve qu'il y a un moment au milieu du film, c'est un tout petit peu une alerte spoiler, mais j'ai l'impression que au milieu du film tu te dis, ah on est en train de prendre son parti, et en fait à un moment ça re-switch et elle repasse. En fait du coup je trouve que tu te poses quand même la question de est-ce qu'il veut vraiment l'humaniser, et que tu sois en empathie avec elle, parce qu'en fait à la fin t'es plus du tout en empathie avec elle, c'est un peu du coup, mais moi je trouve ça bien que tu restes un peu sur le fil et que tu saches pas trop. Bah moi je trouve par exemple que la scène de fin, donc là c'est un énorme spoil. Alors attends, du coup, on va passer en spoiler. Donc là, on va spoiler le film.
Si vous souhaitez pas être spoilé, bon, c'est l'accident de piano, donc je Bravo vous conseille Snéha de rester d'avoir quand même. dit que c'était d'avoir vu que c'était un spoil. Si vous voulez si vous voulez pas être spoilé, passez au film suivant qui sera matérialiste. Sinon, vous pouvez rester et on parle donc du dénouement, je sais pas quoi, enfin en tout cas du spoiler. Non, Vas-y. mais juste une seconde, mais je trouve que la scène de fin, elle est assez forte. Le fait qu'elle soit en train d'essayer de se pendre et qu'il soit là en train de prendre un selfie avec elle, je trouve que c'est une scène assez forte et que ça renverse le truc. Ça où tu te dis, mais en fait, re-switch. Ouais. les Bah gens oui, autour mais- d'elle sont aussi terribles, quoi. Ouais, ça va. Bah, c'est un peu caricatural, moi, je trouve. Parce que du coup, il y a ça, donc il y a le selfie, et il y a le dernier plan du film où c'est les ados là, qui sont fans d'elle. Il fait un plan sur eux qui se dispersent en mode pour symboliser qu'elle est oubliée dans la minute où elle disparaît, quoi. Et ça, je me suis dit que bon, c'est pas super fin, quoi. Enfin, Oui. genre, c'est un peu le truc de voilà, Ouais. le public qui te dévore. Quand tu deviens célèbre, c'est moins. Je sais pas, ça m'a moins parlé. Et je pense, et le dernier point où je voulais vous poser la question, parce que c'est quand même l'intention du film et on en a moins parlé, mais c'est. Enfin, moi j'ai quand même trouvé ça drôle quand même. Enfin, j'ai ri devant ce film. Ah ouais, moi j'ai Moi aussi, vachement ouais. ri, franchement. Et voilà. Il y en a un qui reste Et sans doigt. le mouton noir. Toi t'as pas ri. Non. J'ai pas trop ri, non. J'ai ri jaune, quoi. Je suis en mode, ah ouais. Un peu comme ça, quoi. Ah ouais. Le crachat dans le yaourt, ça te fait pas rire par exemple. Genre Jérôme Commander. Non. Non, mais c'était tout le truc, ça me faisait pas rire, tout le truc, ça me Ah gênait oui. un peu, genre Ok, c'était... ouais, t'es pas dedans. Je quoi. captais les blagues, genre là, ah oui, ça c'est une blague, ok. Mais Ouais, du coup, t'es pas j'étais dedans. pas dedans, donc non, Ouais. vraiment, ça m'a pas fait rire cette blague. Mais Jérôme Commander, il est marrant. Non, j'ai aimé voir cette comédienne que j'adore par Zoom. Donc j'ai pas son nom, mais c'est une comédienne qui joue dans la série Parlement, que je conseille à tout le monde, et qui joue la femme de Patrick. Ah oui, oui. Ok. Qu'il a par Zoom, et cette comédienne, je la trouve géniale. Et même à travers le Zoom, je la trouve géniale. Donc voilà, gros big up à elle. Vous voulez ajouter quelque chose? On passe au prochain film. On passe au prochain film. Et donc on enchaîne avec notre deuxième film, Matérialiste de Céline Song. Not gonna marry him, are you? Why not? Because he's good looking and rich. Probably doesn't have roommates. Is that my charger? When I see your face, I see wrinkles and children that look like you. So where does that leave us? Une jeune et ambitieuse matchmakeuse new-yorkaise se retrouve dans un triangle amoureux complexe tiraillé entre le match parfait et son ex tout sauf idéal. Donc ce film réalisé par Céline Song, écrit par Céline Song et interprété par Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans. J'ai vraiment aimé ce film. J'ai aimé la vibe new-yorkaise qui est là sur tout le film. J'aime vraiment New York. J'aimais vraiment y aller. Et moi, les atmosphères de film, ça me transporte vraiment. Et notamment, on va pas reparler de ce studio A24 qui fait des belles choses, qui fait des belles images. Mais cette réalisatrice, elle fait aussi des belles images, Céline Song. J'avais bien aimé l'image de son dernier film, Past Lives. J'avais pas trop aimé l'histoire. Et là, j'ai plus aimé l'histoire. J'ai trouvé ça très original, très un peu frais. J'ai trouvé ça très beau, mais je pense que c'est voulu. C'est vraiment clinique. Je trouve que l'interprétation des acteurs, elle est à l'image du cinéma américain, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui joue mal. Donc ça, c'est quand même très très satisfaisant. Voilà, donc cette histoire, malgré, c'est pas non plus une note parfaite pour moi, parce que je trouve que l'histoire, elle est des fois un peu invraisemblable, notamment la fin, j'ai pas trop aimé. Et en fait, ça n'a pas réussi beaucoup à me transporter, c'est-à-dire que j'ai plus été subjugué par la forme que le fond, puisqu'au final, ça m'a pas vraiment touché. J'aurais préféré que ça me touche plus. Donc voilà, gros big up à la forme et gros thumbs down pour le fond. Moi, je peux enchaîner parce que je crois que vous deux, vous avez moins aimé. Donc comme ça, on commence par le positif. Alors moi, je suis hyper d'accord avec Gaspard. J'adore les films à New York et je pense que rien que ça, déjà, je mets 3 étoiles tellement c'est agréable. Je trouve ça très divertissant comme film. C'est-à-dire que, en fait, malgré tous les défauts sur le fond, comme dit Gaspard,
Il y a quelque chose qui fait que j'ai pas vu leur passé, que j'étais dans l'histoire. Et voilà, il faut que je sois honnête intellectuellement sur ça. J'ai bien aimé, quoi. Après, je trouve que quand même en termes de réalisation, c'est quelqu'un qui pense vraiment la mise en scène. Genre, je trouve que même quand elle fait des chants contre chants, dans les moments où elle parle avec ses clients, bah, ça donne du rythme. Je trouve que les endroits où elle place ses personnages par rapport à s'ils sont ensemble, pas ensemble, le regard que portent les hommes sur les femmes et tout, enfin tout ça c'est travaillé et je trouve quand même que, moi j'en ai bouffé des comédies romantiques et y a pas tout le temps cette réal là. Donc voilà, après, je veux bien reconnaître que c'est un schéma de comédie romantique hyper classique, et que pour ça, elle a rien inventé et que c'est un peu dommage parce que je pense que du coup, venant d'une réalisatrice comme elle, bah, tout le monde peut-être attendait un peu plus. Et pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, voilà, il y avait 2 trucs que je voulais dire. Un truc que j'ai trop aimé, c'est que c'est un film qui m'a fait penser à un film qui s'appelle 27 robes. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. En gros, 27 robes, c'est une comédie romantique dans laquelle il y a une actrice qui, pareil, en fait, est matchmaker. Enfin, en fait, wedding planeuse. Et en fait, j'aime bien le concept que ce soit quelqu'un qui travaille dans l'univers de la rencontre, parce que du coup, ça te permet de parler de l'amour et de parler avec une certaine distance de l'amour plus qu'une comédie romantique. Donc ça, je trouve que c'est intéressant le fait qu'elle travaille dans cette industrie-là. Tu veux que j'y aille ou pas? Je Ouais, pense que je suis vas-y, le plus ouais. sévère autour du film. Vas-y. Non, bah, en vrai, je dis que je suis le plus sévère, je caricature un peu, mais là où je vais vous rejoindre, bon, déjà pour dire d'où je parle, j'ai pas vu Past Lives, donc moi c'était mon premier film réalisé par Céline Song que je voyais. Donc sur la réal, je suis assez d'accord avec vous. Et et un autre point positif que j'ai avant d'aborder un peu pourquoi le film m'a laissé en dehors, c'est le côté un peu découverte du métier de matchmakeuse, où les scènes d'interaction avec ses clientes et ses clients, je les trouve assez drôles, un peu caustiques, ça me parle un peu. Là où par contre, je vais être un peu en désaccord avec Snéha, qui a, pour moi, pas la même grille de lecture, c'est qu'elle dit, bah, c'est une comédie romantique que j'aime bien. Mais moi, je trouve que l'ambition du film, c'est pas de faire une comédie romantique en mode Notting Hill ou des choses comme ça. C'est de faire un truc beaucoup plus intellectuel, qui veut te parler de l'union dans toutes ses dimensions, à la fois sentimentale, pécuniaire, matérielle, et genre avoir une vision un peu universelle de l'amour. Et ça commence déjà avec la première scène, moi, où déjà j'ai commencé à avoir très peur par rapport à où va le film, qui se passe à la préhistoire, où genre il y a le côté un peu, je veux donner une dimension universelle à mon récit de la première histoire d'amour, le première union amoureuse de l'histoire, pour que après derrière je vais vous parler de l'amour avec un grand A. Et du coup, moi, donc ça déjà, ça m'a commencé à me faire peur. Après, passer à l'introduction, l'introduction du personnage Dakota Johnson, je la trouve pas mal parce que j'aime bien ce côté un peu personnage presque un peu méprisable, qui est très lucide, froid, calculateur. En plus, il y a une explication du pourquoi, tu vois, elle a grandi dans une famille pauvre où le foyer familial était instable à cause de la pauvreté, ses parents s'aimaient pas vraiment, c'était compliqué, et donc elle s'est fixée que dans sa relation amoureuse à elle, il faudrait que d'un point de vue financier, il soit plus stable, ce qui s'entend parfaitement. Mais du coup, c'est là où, par contre, donc moi au début, quand elle parle avec Pedro Pascal, où elle est un peu froide, où elle lui explique pourquoi, mais pourquoi tu veux être avec moi, t'es un 9 sur 10, moi je suis un 7, etc. Enfin, je trouve que c'est assez froid et c'est intéressant, ça va au-delà de ce qu'on voit d'habitude. Mais après, pour moi, ça se rate parce que du coup, ça crée un peu ce triangle amoureux très symbolique entre le riche avec qui ça se passe bien mais il n'y a pas la passion et par contre il apporte la stabilité financière, et de l'autre côté Chris Evans, déjà gros problème de crédibilité de me faire penser que c'est un galérien, mais bon, ça c'est autre chose, qui est genre l'histoire d'amour passionné mais qui est un galérien qui lui apportera jamais cette stabilité là, etc. Et donc du coup déjà je trouve ça un peu caricatural au départ. Et surtout, du coup, le dénouement où moi j'ai un problème, c'est que je trouve qu'elle avait envie que le film se termine de telle manière, qu'elle fasse tel choix entre les deux, ou en tout cas qu'elle fasse tel choix, sans expliquer la motivation et sans donner une vraie résolution. C'est-à-dire de dire, par A plus B, puisque je veux parler d'amour, pourquoi, pour moi, à la fin, le personnage, il a grandi et il est arrivé à une conclusion que je choisis telle voie pour ma vie. Non, en fait, juste, elle avait envie de faire cette fin-là et ça prend cette voie-là, sans explication, sans vraiment changement. Le choix qu'elle fait, ça lui offre pas de garantie plus qu'au départ. Donc, en fait, je me suis dit, c'est dommage de me dire, tu vas me faire un film très intellectuel sur le sujet,
mais qu'en fait, à la fin, tu finis sur un schéma classique de comédie romantique, quoi. Putain, il a tout dit, le mec. Ouais. Bah moi, franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis hyper alignée avec tout ce que vient de dire Walid. J'ai trouvé... Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai trouvé que la réal était très belle. Je trouve que moi, Dakota Johnson, je me rappelais pas qu'elle était aussi exceptionnelle. J'ai trouvé elle et Pedro Pascal. J'ai trouvé que c'était vraiment genre... ils sont tellement cinégéniques, Ah ouais. c'est Ah, c'est incroyable. fou. Et après, par contre, tout le reste, moi, je suis vraiment extrêmement amatrice de comédie. Oui, bon, de comédie romantique. Et là, au contraire, moi, j'ai trouvé qu'elle essayait de s'émanciper des codes du genre, mais à tort, parce qu'en fait, malheureusement, bah, elle n'arrive pas à faire quelque chose qui soit aussi prenant qu'une comédie romantique. Et en fait, elle essaye de traiter plein de trucs différents en n'allant jamais au bout. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi, je trouve que le triangle amoureux, il fonctionne pas. En fait, ouais, là, je vais faire un spoil aussi. Bah, on Mais peut en fait, passer, non, si mais il n'y a vous pas voulez. vraiment de triangle amoureux. Je veux dire, dans une vraie comédie romantique, tu te dis vraiment, j'ai peur. T'as peur qu'elle parte avec une personne à défaut de l'autre. Et là, en fait, genre, il n'y a aucun moment où tu trembles vraiment. Je trouve que bah, même le truc du matchmaking, moi, j'aurais adoré voir un truc dans ce cadre-là. Et en fait, je trouve que il y a 2-3 entretiens avec des gens, mais c'est pas non plus hyper poussé. Il y a le truc sur la fille qui se fait harceler, mais pareil, c'est là, mais sans être là, ça reste quand même très secondaire. Moi, je suis d'accord, la résolution à la fin m'a énormément gênée, parce qu'en fait, elle est complètement flottante tout du long. Et là, d'un coup, il y a une sorte de cut, il y a eu un saut dans le temps, et elle a pris sa décision, mais tu ne comprends pas du tout pourquoi. Et du coup, je trouve que c'est une... Enfin, c'est vraiment des bribes. Il y a même le truc de Pedro Pascal où tu te rends compte à un moment que c'est finalement pas l'homme parfait qu'il en a l'air. Mais en fait, tout est un peu traité un tout petit peu pendant 5 minutes. Et du coup, ça fait une sorte moi, j'ai vraiment trouvé de mauvais melting pot. Alors que je suis vraiment friande de ce genre de film et que je m'attendais vraiment à être divertie. Et en fait, ça me faisait sortir du truc tout le temps. Donc je revenais, je ressortais. Et vraiment, j'ai trouvé ça un peu pénible, quoi. Ouais. Non, mais moi, je m'attendais à mieux aussi, hein, mais c'est vrai que t'as raison. C'est quand même assez téléphoné, cette fin. On essaye tellement de le défendre, mais c'est. Non, mais moi, la forme, tout ce que tu veux, hein, à fond la caisse. Hein. Oui, c'est Sixième, beau, hein. fin de sixième, sa 26e fil de gauche clignotant. Hein. Mais par contre, le fond. Ouais. Non, mais je suis hyper d'accord que tu rentres pas non plus dans ces enjeux amoureux et tout. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord, alors qu'une Ouais. comédie romantique, Bah d'habitude. ouais. Ça transporte pas, en fait. Enfin, moi, j'étais Mhm. pas ému, j'étais pas transporté Ouais. à mon plus grand regret. Hein. Et moi, juste pour mettre le dernier clou, après j'arrête de parler, je vous laisse, mais je trouve que là où elle fait un contresens aussi, c'est dans son titre de dire matérialiste. Enfin, la personnage de Dakota Johnson, pour moi, elle est pas matérialiste. Genre, juste, elle veut une viabilité financière, de genre de pas être dans le besoin financier, de tout le temps être dans la galère. Enfin, un personnage matérialiste, c'est je veux la propriété matérielle. Enfin, elle est pas en train de rêver de sac Prada ou d'un immense appart. Genre, elle lui juste dit, j'aimerais une situation où on n'a pas à penser à l'argent en permanence. Enfin, d'une situation financière un peu stable. Enfin, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Mais moi, c'est même pas forcément ça qui me gêne. En réalité, dans le film, c'est plus. Et c'est là que je vais faire un spoil. Allez, on passe sur la partie spoiler. Donc, si vous voulez C'est pas être que- spoilé, C'est vous que. passez au film suivant, qui est Superman. Sinon, vous pouvez rester. Donc à la fin, elle dit que, en gros, le film parle du fait qu'il y a du matérialisme dans l'amour, etc. Et je trouve qu'à la fin, elle choisit justement un mec qui est pauvre, quoi. Oui, elle choisit Comme la si passion. elle choisit la passion. Et je trouve que c'est vraiment très bourgeois, en fait, comme manière d'appréhender les choses, parce que je pense que l'amour est pas du tout dénué de réalité matérielle, tu vois. Et que du coup, moi, ce propos-là de, en fait, finalement, elle choisit l'amour, c'est hyper naïf, et c'est encore une fois, genre, typique comédie romantique où tu fais passer des messages qui sont pas vraiment en lien avec la réalité, réalité. de... Oui, mais elle se pose quand même la question de justement ce qu'elle préfère entre les deux. Donc je trouve qu'il y a quand même un petit effort sur la question. Elle se pose vraiment la question de ce qui est le mieux entre les deux, quoi. Ouais. Mais après, tu la vois pas non plus galérer dans l'appart à manger des pâtes pour la 27e Non, fois, quoi. ouais, non, c'est vrai. Ça, peut-être ça manque un peu, mais en même temps, elle a l'air de faire son petit beurre, donc elle va passer
manager de l'agence. l'agence, Enfin, à la fin, elle y est plus. Ouais, elle est tellement pas matérialiste qu'elle veut même pas sa promotion. regional manager. On dirait que ça bosse la force à avoir des promotions. Enfin bon, bref. Ouais. Ouais, c'est très hors sol là-dessus aussi. Mais... Et puis à la fin, il s'échange une bague en fleurs. fleurs. Et la scène de début aussi, elle est... Ouais, la scène elle de est début compliquée. terrible. En vrai. ça se prend pas pour de la merde du côté C'est clair. Ça a été du fait côté une fois de New dans York. 2001, l'Odyssée de l'espace, faut passer à autre chose. Genre, les trucs de préhistoire, genre en mode je parle de l'homme avec un grand H de manière universelle. Ça y est. Je pense qu'il faut l'interdire dans les conventions là. Mais c'est tellement prétentieux, putain. Mais je pense que c'est un peu ça, moi, le constat à la fin, c'est que c'est une comédie romantique arrogante, quoi. Genre, c'est écrit de manière arrogante, genre, je me place au-dessus des comédies romantiques, je vais faire un truc plus subtil, plus intelligent, alors qu'à la fin, c'est vraiment la structure d'une comédie romantique, et si ça s'était présenté de manière plus modeste, en vrai, j'aurais pu apprécier. J'aurais pu me dire, il y a des super acteurs, c'est pas mal, il y a quelques petites idées, et j'aurais pu me dire, c'est pas mal. Mais quand tu me dis, mon ambition, c'est de parler de l'amour avec un grand A, là, pour moi, t'es passé à côté, quoi. Mais finalement, tu vois, quand je regarde Past Lives de la même réalisatrice, je me dis que c'est quand même aussi arrogant. C'est quand même la même vibe, hyper dans la forme, belles images super réales, mais le fond, c'est un peu limité, quoi. Et du coup, c'est vraiment du cinéma arrogant, moi, je trouve, quand même. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Non. On a eu un peu un switch au fur et à mesure de l'équipe. Donc, j'ai l'impression que finalement, on a fini assez négatif. Je l'ai dit, la forme, je persiste et je signe. Et ça, on est tous alignés, on l'a tous dit, la forme est belle. En vrai, on l'a tous dit sur la réal, c'est réussi. Voilà. Un jour, j'irai à New York. Voilà, on dirait que c'est lui qui a eu la conclusion au projet. Allez, on enchaîne sur le troisième film alors. Et on enchaîne donc avec ce troisième film qui est Superman de James Gunn. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing will anybody cause more except for me problems around the world. and doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? C'est moi qui vais commencer sur Superman. Je vais me permettre d'exprimer un peu mon opinion parce que je pense que je suis le plus positif de l'équipe et qu'après il va se faire un peu plus tailler. Donc juste pour remettre le contexte, donc ce film-là, Superman, c'est un peu le début d'un projet pour DC, donc pour le DCU, c'est de faire un peu comme Marvel, c'est d'avoir un univers étendu avec plein de films. Et Superman, c'est le premier film de cet univers-là. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a une galerie de personnages qui est introduite. J'y reviendrai, mais l'idée c'est de relancer tout un univers, quoi. Ensuite, donc ça c'est lancé par James Gunn qui va avoir le contrôle de tout ça. La deuxième chose que je voulais dire, moi, c'est qu'au départ, moi je suis quand même pas mal fan de super-héros. J'ai grandi avec les films Spider-Man de Sam Raimi, donc je connais pas mal les comic books, j'en ai lu dans ma vie. Et le personnage de Superman, c'est un peu celui que j'aime le moins. Pour un problème notamment, c'est qu'en fait c'est un personnage tout puissant et en fait pour moi il n'y a pas d'enjeu parce qu'il peut vraiment tout faire, il est quasi invincible à part la kryptonite que les scénaristes ont inventé en cours de route, les scénaristes de comic book je veux dire ont inventé en cours de route parce qu'ils se sont dit c'est vite une impasse ce personnage puisqu'il peut tout faire. Et je pense que James Gunn, ce qui est intéressant, c'est qu'il en a conscience et que du coup il s'est dit dans cette version-là de Superman, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de Superman avant, il va être moins fort. En vrai, il a atténué sa puissance, il se fait battre, il est un peu faillible. Et ça, au moins, déjà, dès le départ, je me suis dit, il fait un pas vers moi parce que moi, j'ai vraiment du mal avec ce côté-là. Et c'est pour ça que je préfère de loin un Batman qui est un être humain très faillible, qui peut être blessé, qui peut être tué, etc. Ensuite, là où je voulais revenir un petit peu de manière globale, c'est un premier parti pris du film qui, je pense, a beaucoup divisé et qui, moi, du coup, comme je l'ai dit, j'ai lu des comic books, m'a plutôt plu. C'est que c'est un film de super-héros qui
assume sa filiation avec les comic books. Genre qui s'assume très science-fiction, très pulp, où vraiment on a des univers hyper colorés, des personnages pas du tout réalistes, l'univers un peu loufoque des comic books, etc. Et ça, il y va à donf, il joue la carte à fond. Là où il y avait énormément de films de super-héros, et c'est un peu ça a été la mode pendant très longtemps, d'être des films de super-héros réalistes. C'est-à-dire que par exemple, celui qui a lancé la mode, c'est Christopher Nolan avec sa saga de Batman, où c'est vraiment des Batman qui se passent dans notre monde. C'est-à-dire que, à part le fait qu'il y a un homme déguisé en chauve-souris, tout le reste est hyper réaliste et pourrait se passer à Chicago, aux États-Unis, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment, il y a des monstres géants, il y a tout, etc. Donc moi, qui ai vu beaucoup de films de super-héros, ça m'a changé parce que j'ai vraiment l'habitude plutôt que les films de super-héros aient un peu honte de leur filiation avec les comic books et s'assument pas trop et soient très réalistes. Donc là, au moins, ça change. En lien avec ça, du coup, c'est un film qui est très coloré, qui est très pop, etc. Pareil, ça, je pense que ça peut diviser en termes de goût. Moi, ça passe plutôt bien. J'aime plutôt la réal, à part quelques effets que je trouve assez moches, mais c'est que mes goûts personnels. Par exemple, les scènes où il vole avec des plans très resserrés sur lui, je les trouve pas très très beaux, mais ça reste mon avis personnel. Et donc après, voilà, donc moi je reste quand même très positif sur le film et ce que j'apprécie vraiment dans le film, c'est qu'il a réussi à me faire aimer beaucoup plus Superman. Je pense qu'il y a peut-être un truc de contexte parce que voilà, c'est dans un contexte un peu dur dans la société au global, avoir un personnage un peu de boy scout très bienveillant qui sauve tout le monde, les plus opprimés jusqu'aux écureuils, je pense que dans l'aspect guimauve, dans un autre contexte, ça aurait pu me donner envie de vomir. Là, en vrai, ça m'a fait du bien. Et genre, il y a vraiment des scènes où j'étais un peu ému, je me sentais un peu porté. Enfin, je pense la scène où il y a un gamin qui lève le drapeau de Superman, un peu toute la foule qui crie Superman, etc., comme leur dernier espoir. C'est un peu guimauve, c'est vraiment un peu bisounours. Mais pourtant, à ce moment-là, j'ai vraiment adoré et ça m'a vraiment touché, ému et ça a marché sur moi. Donc je pense que sur cet aspect principal-là, ça fonctionne bien et sur l'introduction de ce personnage-là. Et donc voilà, donc j'ai été pas mal ému. Et le dernier élément positif, et puis après je ferai 2-3 petits reproches et après je laisserai la parole. Juste les 2 éléments que j'ai vraiment adoré. Le premier, c'est Nicolas Hoult qui joue Lex Luthor. Je le trouve assez génial. Les autres acteurs, je les trouve plutôt moyens et il n'y a pas d'autres qui sortent du lot. Mais je les trouve, lui, je le trouve vraiment bien et il a un gros et je trouve dans l'écriture il y a un gros défi parce que me faire croire que Lex Luthor, qui est un être humain de chair et de sang, soit une menace pour Superman, qui est un demi-dieu, c'est quand même un défi au départ. Et je trouve qu'il y arrive plutôt bien et que c'est un peu la première fois que je sens Lex Luthor un peu menaçant. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment quand même audacieux. Et après, le dernier point avec lequel je conclurai sur l'aspect positif, c'est simplement la scène d'interview aussi de Superman qui est avec Lois Lane. J'ai trouvé ça assez audacieux dans des films de cinéma de grand spectacle, d'action, d'avoir quasi une dizaine de minutes qui est vraiment une discussion un peu sur le rôle de Superman, où là on se rend un peu plus dans le réel, où on se dit d'un point de vue international, l'action un peu de cette bombe nucléaire sur pattes, est-ce que c'est vraiment acceptable? Est-ce qu'il fait de l'ingérence? Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même audacieux, intéressant. Et après, bon, les seuls types de reproches que je ferai, et après je laisserai la parole. Le premier, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages. Genre, du coup, il y a beaucoup de personnages secondaires et du coup, ils passent 30 secondes à l'écran et ça remplit un peu trop le film. Et le dernier élément, c'est l'un des twists à la fin autour de l'un des méchants qui revient sur un peu un trope de cinéma qui est quand même assez éculé. Voilà, donc ça, j'ai eu un peu de mal avec un twist à la fin autour de l'un des méchants du film que je trouvais un peu cliché. Mais voilà, c'est un peu les seuls reproches. Sinon, j'ai quand même vraiment passé un super moment et j'ai beaucoup aimé et j'ai pas mal ri aussi, c'est assez drôle. Voilà, je vous laisse la parole maintenant pour nuancer pas mal. Parce que je sais que vous êtes moins positif sur ce film. Je ne vois pas le twist dont tu parles, donc je pense qu'on pourra s'en parler après en off. J'arrive pas à me souvenir, mais parce qu'on en a quand même vu ces films il y a un petit bout de temps. Moi, je suis plutôt alignée avec toi. Moi, j'ai quand même passé vraiment un bon moment en regardant ce film. À la fin, j'avoue, en sachant pas vraiment pourquoi, mais j'ai trouvé ça quand même très divertissant. Moi, j'aime bien dans les films de super-héros
quand ils font équipe. Et j'ai bien aimé le personnage qui va aider la journaliste. Ah oui, Mister Terrific. Ouais, voilà, Mister Terrific avec sa voiture et tout ça, j'ai vraiment adoré. Et je trouve qu'il y a plein de moments où c'est très loufoque, mais je trouve ça quand même plutôt bien assumé. J'ai beaucoup aimé aussi l'interview. Après, moi, ce que je soulignerais comme chose que j'ai pas trop aimé, je trouve que c'est toujours un peu la même chose, des mondes parallèles, de la faille où ça divise. Je sais pas comment ils appellent ça, une faille, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, je trouve que ça, on l'a vu, waouh. On l'a vu, on l'a revu. Je trouve qu'il y a des grosses longueurs, notamment, je trouve que les scènes de combat entre lui et son autre lui, en fait, inventé par lui. C'était le twist dont je voulais parler. Ah merde. Mais je trouve qu'il y a énormément de scènes de combat entre deux et je trouve que c'est un peu rébarbatif. Et voilà, je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Ça va peut-être me revenir. Je sais pas, vous aviez pas Tu veux enchaîner? pas du tout aimé? Moi, j'ai pas trop aimé, même si je trouve que tout ce que vous dites, c'est vrai. Et je pense que du coup, c'est plutôt de l'ordre de goût personnel. Mais par exemple, moi, la palette de couleurs saturées, c'est vraiment pas du tout mon univers. J'aime pas du tout ça. Pareil. Après, je trouve qu'il y a quand même un humour assez potache avec des blagues assez simples. Il y a un espèce de truc grand public, mais peut-être un peu trop grand public pour moi, où il y a un discours très léger, avec des problématiques quand même assez simples, très manichéennes, des personnages qui font le bien, des personnages qui font le mal. Et en fait, je pense que tu as raison, tout ça, c'est quand même dérivé d'un univers de comic book. Et quand tu es habitué à cet univers que tu connais, ça doit être justement une belle représentation. Mais moi, je pense que c'est déjà des problématiques qui me parlent pas et que du coup je trouve pas très intéressantes parce que il se passe en vérité pas grand chose. Il y a pas beaucoup d'enjeux. Tu sais quand même très globalement que le méchant à la fin il va pas s'en sortir. Enfin voilà, et donc ça fait que je regarde le film en étant, enfin je m'ennuie quand même pendant le film. Après, je trouve que, enfin, le truc que je trouve bien, mais dont vous avez déjà pas mal parlé, donc je vais pas m'étendre, c'est que il démystifie partiellement, mais quand même, la figure du super-héros, où il est quand même souvent aidé d'acolytes, il a des failles, il a des limites, et ça, voilà, je trouve que il a quand même essayé de faire un travail dessus qui est intéressant. Mais moi, j'ai retrouvé mon point et je rebondis avec ce que vous avez dit tous les deux. En fait, moi, et je suis alignée avec vous sur le fait que c'est bien qu'il ait des failles. Mais c'est vrai que moi, à un moment, je me disais, parce que je connaissais pas du tout le personnage de Superman, mais j'aime bien, moi, quand les super-héros, ils ont un peu un trait de caractère spécifique. Par exemple, comme Terrific, enfin, ils ont un peu une sorte de... Alors que Superman, j'arrivais pas du tout à voir... Enfin, à part qu'il était fort, j'étais en mode, il est pas enfin, je sais pas comment dire, je le trouvais pas si fort, quoi. J'arrivais pas trop à voir son côté super-héros comme dans Spider-Man ou des trucs où c'est quand même un peu plus visuel, quoi. Oui, tu vois pas très bien quand tu connais pas s'il a Ouais. un super pouvoir Ouais, j'étais en particulier. mode Ouais, je suis pourquoi d'accord. on s'excite sur ce mec alors qu'il arrête pas de galérer et que je vois pas trop son. Bah, il est bien gaulé, quoi. Il est bien gaulé, ouais. Non, mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là où il voulait un peu, enfin, c'est l'un des messages à la fin, mais c'est insister sur que son vrai pouvoir, au-delà de sa force physique, de voler, etc., c'est sa générosité, c'est sa bienveillance envers tous, un peu aveugle, quoi. Le côté un peu voilà, gentil à l'excès, quoi. Candide en fait. Ouais, il est candide, ouais. Il est carrément candide. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur Superman ? Non. Bon, vous voyez qu'on est quand même pas mal divisé sur le film. Mais bon, en tout cas, Non, mais je trouve que tu le pitches très bien. Enfin, tu le sauves un peu, en fait. Je suis quand même contente de t'entendre je en sauve parler bien. Superman. Ouais. Super Superman. Non, mais en vrai, moi, j'ai conscience quand même que c'est controversé et qu'il y a un style très assumé, quoi. Genre, vraiment, c'est l'un de ceux que j'ai vu de films de super-héros qui s'assument le plus en tant que comic book. Et les comic books, c'est un truc niche en réalité, hein. C'est pas un truc grand public. C'est aux États-Unis, c'est pour une niche de geek, quoi. Et donc là, si tu fais un film qui est vraiment très comic book, bah, ça s'adresse à cette niche qui relie des comic books, quoi.
Là où beaucoup d'autres, les Avengers, etc., eux, ils essayent d'être vraiment très très accessibles, d'effacer plein de trucs des comic books qu'ils n'assument pas, parce qu'ils se disent bah ça c'est vraiment très geek, et de faire un truc vraiment beaucoup plus accessible, quoi. Bon, c'est un pari, mais voilà. Et ben, on passe sur notre 4e film, Eddington de Ari Aster. How did we get here? And even worse, is it worth it? At the cost of being at war with your neighbors? That's why I'm running for mayor. Mayor of Eddington. Thank you, super duper very much. En 2020, au début de la pandémie de Covid-19, le shérif Joe Kraus patrouille dans les rues de la ville d'Eddington. Il constate au quotidien un important changement dans les mœurs des gens. Alors, moi, je vais commencer avec Eddington. J'avoue que j'en ai pas... je me souviens pas de tout ce que j'ai aimé dans le film, mais je vais essayer quand même de vous redire quelques trucs. Donc ça veut dire que t'as aimé. Alors moi, j'ai adoré le film pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup rigolé. Enfin, je me souviens avec Walid qu'on s'est beaucoup marré. On n'était pas beaucoup à rigoler dans la salle, mais moi et Walid, ça nous faisait beaucoup rire. Ensuite, le deuxième truc que j'adore, mais que j'aimais déjà dans l'autre film que j'ai vu de Ari Aster qui s'appelle Beau is Afraid, c'est que je trouve que la réalisation est incroyable, que les images, elles sont époustouflantes. Et vraiment, je pèse mes mots et je trouve même que les scènes qui me restent, c'est beaucoup des scènes dans la nuit. Je trouve qu'à chaque fois, il fait des choses la nuit avec des lumières et une scénographie qui est à chaque fois dingue. Et moi, je me souviens pas mal de ces images-là. Notamment, par exemple, une des scènes où il y a des coups de feu dans la ville et Joaquin Phoenix est avec une arme. Et enfin, il y a vraiment des scènes vraiment qui m'ont bluffé, quoi. Après, il y a deux points que je trouve négatifs et après un truc, bref, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Mais en gros, mes points négatifs, c'est que je trouve qu'il y a trop de sujets. Enfin, c'est un film qui a voulu parler de beaucoup de choses et qui a voulu dresser une espèce de fresque de l'Amérique. Et je pense qu'il, du coup, a voulu caser beaucoup de sujets et que chaque sujet soit incarné par un personnage. Donc, les complotistes, les... Black Lives Matter. Voilà, les activistes, enfin voilà, bref, tout un pan de la population et que du coup, je trouve qu'il y a des personnages qui sont un peu, qui ont du mal à trouver leur place dans le récit. Notamment, je pense à Emma Stone, où je trouve que, en fait, t'as du mal à comprendre quelle est vraiment sa place et tu le regrettes un peu parce que c'est un arc narratif que t'aurais aimé, enfin moi, j'aurais aimé qu'il soit développé. Et donc voilà, ça je trouve ça dommage. Et en fait, il y a un truc, voilà, c'est pour ça que je disais que je ne sais pas si c'est un point positif ou un point négatif, c'est un truc dont je voulais discuter avec vous, c'est que en fait, il y a un truc qui me gêne un peu dans le film et qui en même temps je trouve génial. Et du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est que je trouve que comme il dresse une fresque, en fait, il y a une certaine forme, comment dire, d'arrogance vis-à-vis de ces personnages où en fait tu sens qu'il les déteste, qu'il a aucun, enfin détester c'est un mot fort, mais qu'il a aucun amour pour ces personnages-là et qu'il y a juste quelque chose qui l'effraie dans cette fresque de l'Amérique où en fait tout part à volo, tout le monde devient un peu fou. Et que moi, ce qui me gêne un peu, c'est que tu as l'impression que ça peut être un peu le traitement médiatique d'un certain pan de la population aujourd'hui qui en fait a du mal à comprendre en fait ces personnes-là et qui du coup va juste en dresser un portrait comme ça sans vraiment comprendre d'où ils viennent, sans avoir d'empathie pour eux. Et donc ça, enfin voilà, je suis un peu gênée avec cette manière de traiter le sujet. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement cathartique pour moi parce que c'est un peu comme ça aussi que je vois ces personnes-là et qu'il y a quelque chose qui... Enfin, je trouve que Ari Aster, il arrive extrêmement bien à nous faire passer son angoisse et j'ai l'impression que juste, en fait, il décrit, il essaye de nous montrer un peu son angoisse face à ce qui se passe et que moi, je ressens un peu cette même angoisse-là et que je trouve ça finalement presque assez modeste et assez sincère de sa part de pas vouloir suranalyser dans une posture un peu savante
des comportements en se disant en fait eux ils agissent comme ça parce que telle raison politique, et d'être juste proche de son émotion, c'est-à-dire de l'angoisse, sans chercher non plus trop à vouloir comprendre ces personnages-là. Et voilà. Enfin, ça, c'est un truc qui m'a pas mal travaillé, et je voulais savoir, vous, comment vous vous étiez positionné par rapport à ça. Moi, je suis hyper en phase avec ce que tu disais sur les personnages de Emma Stone et de Austin Butler. Parce qu'ils sont vraiment géniaux, ces acteurs, hein, comme on le sait. Et c'est vrai que je suis resté un peu à côté de leur arc narratif un peu complotiste, chelou. Et du coup, ça fait une transition toute trouvée sur mon avis, si c'est le bon moment. Ah bah go. Hein. C'est que ça parle de plein de choses. Moi, j'aime pas trop souvent les films qui parlent des trucs tellement modernes comme ça, genre le Covid, Black Lives Matter, l'Amérique, ça va pas, et tout. J'aime pas trop ça. Mais là, j'ai trouvé ça divertissant, beau, quand même. Moi, je suis très matérialiste, hein, comme personne. Toujours, les films, je les trouve beaux. Moi, j'aimerais trop, en plus d'aller à New York, aller dans une région comme ça, un peu désertique, où c'est l'Amérique profonde. Nouveau-Mexique, l'Amérique profonde, ça m'intéresse de voir ce genre de choses. Donc, je suis quand même mitigé sur le film parce qu'il y a des choses que j'aime bien, le jeu des acteurs, la réalisation. J'ai trop envie de voir Boy is Afraid, là, en ce moment, c'est ma petite lubie. Mais l'histoire qui parle de ces trucs très contemporains, ça me laisse un peu en dehors, moi, personnellement. Moi, je vais prendre la suite parce que j'aimerais bien pas conclure parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film, en fait. T'as pas marqué? Ouais, en fait, malheureusement, il m'a pas du tout marqué. Et là, même en essayant de relire des résumés, il n'y a pas grand-chose qui me revient. Je sais juste que malgré que t'aies aimé, enfin que t'aies adoré et que moi, je pense pas du tout avoir adoré, il y a quand même beaucoup de choses que t'as dites où je suis assez alignée. Moi, j'ai eu pas mal de mal avec effectivement ce côté fresque et un peu cette envie de tout traiter. Et j'ai l'impression qu'on s'est fait la réflexion dans plusieurs films qu'on a vus depuis qu'on a commencé ce podcast, où on se dit des fois que, surtout, enfin, je vais peut-être rentrer dans des généralités là, mais j'ai l'impression que ça nous est arrivé plusieurs fois de nous dire le réalisateur essaye de dresser une fresque des États-Unis et essaye un peu de tout traiter. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un travers dans lequel on. Voilà. Et après, j'avais un peu du mal avec le fait qu'on tape énormément sur le personnage principal. Enfin, j'ai des fois du mal avec ces films où le personnage principal, on va vraiment... on lui fout des coups dans tous les sens et voilà. En fait, c'est tout ce que je me rappelle de mon émotion première sur ce film. Mais après, j'ai quand même trouvé ça divertissant. Et moi, je sais que j'attache plus d'importance généralement au scénario qu'à la réalisation dans mon appréciation des films. Et pour le coup, sur ce film-là, la réalisation, je l'ai quand même trouvé incroyable. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a quand même plu. Alors que le scénario, franchement, j'en garde rien. Walid, Ouais. c'est quoi, toi, ton avis ? Moi, j'ai vraiment adoré le film. Alors, au départ, j'avais quand même une appréhension parce que l'aspect traitement du Covid, comme Gaspard, j'avais une grosse appréhension, ça m'attirait pas trop. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de films qui le font. Parce que souvent, quand même, les films s'adaptent un peu aux grands événements qui traumatisent un peu. Genre, par exemple, il y a quand même toute une frange de cinéma qui est post-11 septembre, qui parle un peu de la peur du terrorisme, des délires sécuritaires qui sont venus après, etc. Et là, le Covid, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, lui, il vient un peu revenir sur cette période-là qu'on a un peu envie de mettre derrière nous. C'est peut-être un peu ça qui fait qu'il n'y a pas tant que ça de films sur ce sujet-là. Et pourtant, je l'ai trouvé vraiment bien. Genre, j'ai trouvé que c'était une super satire. Donc, je vais pas revenir sur les points que vous avez cités parce que je suis assez aligné. Je vais plutôt revenir sur les points où je suis peut-être un peu plus positif que vous. Moi, sur le côté un peu fresque, j'y ai pas mal réfléchi parce qu'au départ, je suis parti un peu du même point de vue que vous, de me dire, mais il parle des États-Unis un peu de manière globale, etc. Après, j'y ai réfléchi en me disant, mais est-ce que finalement, quand même, dans sa satire, il a pas quand même des angles très précis pour traiter des sujets. Parce qu'en fait, chaque personnage a quand même un angle qui est quand même assez précis, où par exemple sur l'élection des maires,
du maire qui se joue entre Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, il y a un peu un côté quand même qui est de montrer un petit peu que en fait dans cette politique-là, à la fin, que ce soit le démocrate ou le républicain, parce que en gros Joaquin Phoenix représente le républicain et Pedro Pascal le démocrate, à la fin c'est quand même deux partis qui peut-être sur les questions sociétales sont pas d'accord, mais sur la question économique vont être très d'accord et vont finir par faire les mêmes choses. Et ça, c'est un peu, sans spoiler, mais c'est un peu l'une des conclusions du film. Et même sur Black Lives Matter, je trouve qu'il n'a pas voulu parler de Black Lives Matter au global, de son impact, du sujet. Il prend un angle très précis qui est l'expropriation de cette lutte par une bourgeoisie blanche. De dire, en fait, il y a des militants blancs qui s'approprient ce sujet-là et qui, en fait, en font leur grand cheval de bataille sans même vraiment intégrer la parole des premiers concernés, qui sont les Afro-Américains. Et il y a notamment ce personnage de flic afro-américain qui vient un peu représenter ce contraste-là. En fait, il lui donne des leçons, il lui explique qu'ils devraient être de leur côté et c'est d'un ridicule. Enfin, dans le côté satire, je trouve que ça marche hyper bien. Donc je me suis dit finalement, est-ce qu'il est vraiment tant que ça dans une fresque d'Amérique, ou est-ce qu'en fait il a pris des angles très précis de ce sujet-là qui sont tellement symptomatiques, enfin c'est des trucs qui ont pris une telle ampleur qu'en fait on se dit c'est l'Amérique d'aujourd'hui, mais en fait c'est quand même des sujets quand même un peu précis. Donc ça j'ai quand même trouvé ça vraiment intéressant, et c'est un peu là où je défends un peu le côté où c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a eu pas mal de cinéastes qui veulent faire des fresques de l'Amérique, et lui je trouve qu'il a quand même pris des angles un peu d'attaque et que c'est un peu anglais, donc ça je trouve ça intéressant. Là où moi j'ai un gros point positif, c'est que j'adore le personnage de Joaquin Phoenix. Pas que je l'adore, je le trouve admirable, mais justement je le trouve tellement médiocre, mais vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est pas celui qui va penser les pires choses dans le film. Il y a des personnages qui sont bien pires que lui, mais c'est non plus très loin d'être celui qui pense les meilleures choses. C'est vraiment un mec qui est un peu au centre, qui est minable, genre paumé, en fait. qui va suivre un peu la vibe de se dire ok, comment je peux gagner un peu mon élection, des moments où je vais me dire vas-y, je vais suivre un peu les racistes, des moments où je vais dire aux militants je suis un peu d'accord avec vous mais c'est pas la bonne méthode, et puis là je suis shérif donc vous allez donner l'impression que j'assure pas bien la sécurité dans ma ville. Enfin en fait j'ai trouvé ça génial de se dire en fait on va pas prendre un personnage genre excessivement mauvais ou excessivement bon, on va juste prendre un médiocre, genre vraiment un gars qui est dépassé par les événements, qui essaye de naviguer, de servir ses propres intérêts, mais qui va de pire en pire et jusqu'à vraiment déraper, mais genre ça j'ai vraiment trouvé ça génial, et Joaquin Phoenix je le trouve vraiment super dans le rôle, et je trouve qu'à chaque fois c'est le cas aussi dans Boys Afraid, c'est quand même un acteur qui a pas peur de se ridiculiser, de se transformer physiquement, parce que là ça fait 2 films que pour Ari Aster il prend énormément de poids, qu'il se montre un peu sous un jour vraiment un peu minable, et je trouve qu'il est vraiment là-dessus, c'est un acteur qui a de l'engagement quand même. Bon après parfois son engagement va pas dans le bon sens, hashtag Joker 2, mais voilà quoi. Et après, le dernier point sur lequel je finirai, qui j'ai trouvé assez positif et intéressant, c'est que moi j'ai grandi pas mal avec les films de western quand j'étais plus jeune, les Clint Eastwood, etc. Et c'est quand même des films qui sont construits comme des odes à l'Amérique, c'est-à-dire que c'est vraiment la conquête de l'Ouest, le mythe des cow-boys. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il ait un retraitement de ce genre-là, qu'il le reprenne, parce que ça ressemble quand même beaucoup au western. Et lui, il a dit un truc en interview que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a dit que c'est un western où les pistolets sont les téléphones portables, parce qu'en fait, plutôt que dégainer son arme, on filme la personne qui est en face de lui, et c'est la meilleure arme de le filmer et de montrer ce qu'il fait. Mais pourtant, et là, ça sert plutôt de montrer un peu des travers du pays et sur certains sujets. Et ça, j'ai trouvé l'idée intéressante, et de voir un peu ce genre-là repris, modernisé, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, je suis assez positif sur le film quand même. Mais bon, voilà. Mais je suis d'accord quand même sur vos reproches, sur Austin Butler et Emma Stone, le truc qui se passe complètement en trame de fond du film, qui disparaît pendant un temps, qui a un dénouement qui réapparaît comme de par magie. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si le sujet c'est de dire la situation est tellement grave qu'en fait il se passe des trucs tellement graves qu'il peut se passer un truc en fond complotiste avec une secte qui est en train de se monter, et en fait personne n'en parle parce qu'il y a tellement de trucs dingues qui se passent par ailleurs, et du coup c'est genre bon, il y a quand même ce côté là où en fait il peut se passer des dingueries de malades, et en fait ça va passer inaperçu parce qu'il s'en passe encore des plus grosses, mais à part ça, enfin du coup, mais quand même ça reste ces personnages caractérisés quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Eddington? Moi, ça va. Moi, ça va. Et on va finir alors avec notre dernier film alors.
Et ben, on conclut en beauté avec Valeurs sentimentales de Joachim Trier. We can't really talk. My father is a very difficult person. Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d'absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film. Mais celle-ci refuse avec défiance. Alors, on a vu ce film il y a une semaine avec Walid. Et moi, j'ai vraiment adoré. J'ai été extrêmement émue du film. En fait, ce que je trouve assez fou, c'est que là, je vais vous en parler d'un point de vue extrêmement positif. Et pour autant, j'ai l'impression que pendant la séance, le film a mis beaucoup de temps à grandir en moi. Et il y a eu toute une première partie du film où en fait je comprenais pas vraiment ce qui se passait, je comprenais pas de qui il voulait parler. Je pensais qu'au départ le film allait parler de Renate Reinsve, je sais pas comment ça se prononce. Et puis après je me dis non, en fait ça se concentre sur sa sœur. Puis finalement je me dis attends, son père est quand même beaucoup là, il y a quand même des scènes de lui à Deauville, peut-être que ça parle en fait de lui. Et en fait j'ai eu l'impression que pendant un moment, j'ai été vraiment perplexe, pendant un long moment, et que la dernière demi-heure du film, j'ai eu une espèce d'émotion qui m'a pris à la gorge, où tout faisait sens, et où en fait j'ai compris que ça parlait en fait, de cette famille, je pense, un peu de tout le monde, un peu de la dysfonction de cette famille, mais aussi de comment tout le monde essaye de s'aimer comme il peut. Et ça m'a vraiment, mais vraiment beaucoup émue, quoi. Et donc, je trouve qu'il y a quand même une subtilité dans les dialogues, dans la caméra, dans le jeu d'acteur, qui fait que cette émotion, elle est possible, parce que c'est un sujet quand même qui est assez touchy, et je pense où c'est tellement subtil à aborder que je pense que tu peux vite tomber dans la caricature et dans le pathos, ce qui fait pas du tout. Je trouve que notamment Renate, je vais pas dire son nom de famille, mais je la connais pas personnellement. Mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de mélancolie dans son regard. Elle parle tellement peu, mais d'un truc où, je trouve qu'elle est capable de jouer la tristesse d'une manière vraiment, incroyable. Et je trouve aussi que le personnage de la maison est bien utilisé. Et je dis ça parce que on avait vu un film avec Walid l'année dernière qui s'appelait Here. Où il y a une maison en fait, et on voit un peu comment elle évolue au fil des générations, et je trouve que en fait le concept avait aucun intérêt parce que les familles n'avaient pas trop de lien entre elles, donc tu voyais juste cette maison, comment elle pouvait changer au fil des siècles. Et là je trouve que le fait que ça parle d'une famille et d'une seule famille, ça a vraiment du sens, que du coup la maison soit un personnage et qu'elle ait une espèce de voix off et tout. Voilà. Le truc que je veux quand même dire, c'est que je pense que le film, enfin en tout cas le sentiment que ça m'a donné, c'est qu'il a eu du mal à cerner son sujet, dans le sens où je trouve qu'il y a quand même vraiment un long moment, c'est même quand même très long, où tu sais pas vraiment de quoi ça parle, et t'as l'impression que comme il veut parler un peu de tous ces personnages, il y a peut-être des moments ou des scènes où en fait qu'il a voulu garder parce qu'il trouvait ça intéressant, mais où t'as l'impression qu'il se perd un peu, parce qu'en tout cas, moi je me suis un peu parfois perdue dans la trame narrative, et voilà, au final, l'émotion a marché, donc je sais pas si c'est un point négatif, mais je peux dire qu'il y a eu certains moments où voilà, j'étais un peu perdue, et peut-être que ça aurait gagné à être un peu mieux construit, quoi. Voilà. Et aussi, non, mais ça, je le dirai quand on fera la partie spoil. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que je me suis vraiment beaucoup reconnue dans ta critique. Parce que Non, mais c'est non, marrant, mais moi, ouais. j'ai eu franchement exactement la même émotion. C'est-à-dire que franchement, pendant 1h30, je me suis dit, est-ce que je suis en train de détester le film ? Mais vraiment, Ouais, je me suis comprends, posé ouais. la question, mais comme ça, plusieurs fois. Et à la fin, j'étais en mode, c'est du génie. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis Et hyper d'accord. donc ça, je trouve ça marrant que tu dises ça, parce que c'est rare que ça m'arrive. Genre, Mais à la toute dernière minute, non? Ou un non, peu non, avant? non, non, non. Non, avant, parce qu'en fait, avant, j'ai eu à nouveau la même réflexion que toi, c'est que je me suis dit, À quel moment? à chaque fois, je me suis dit, putain, par exemple, comment dire, par exemple, il y a un peu un sujet de la réconciliation entre ce père et sa fille, et j'arrêtais pas de me dire, oh là là, mais là, comment ils vont gérer le truc, ça pourrait tomber dans du n'importe quoi, et en fait, je n'arrêtais pas d'avoir peur de ce qui allait arriver. Et en fait, à la fin, j'étais en mode...
Je trouvais que tout était hyper organique et hyper traité avec beaucoup de subtilité, et tous les gros travers dans lesquels il aurait pu tomber, je trouvais qu'il tombait pas, et du coup à chaque fois je trouvais que c'était, franchement je trouvais ça presque virtuose, parce que à chaque fois je me disais waouh, c'est casse-gueule, et en fait je trouvais qu'il se cassait pas la gueule, quoi. Est-ce que quand tu dis t'as eu peur que ce soit n'importe quoi, est-ce qu'il y a eu un truc un peu où tu te dis c'est un peu oedipien entre son père et sa fille, où tu te dis moi il y a des moments où c'est intéressant ce que tu dis ça. Tu t'es dit ça aussi? J'ai pas moi je me pensé à suis dit ça. j'espère que ça va pas. Bah ça c'était la lecture pour au-delà, quoi. C'était le second couteau, quoi. Après, moi, Si t'es resté sur le rivage. si je dois dire un petit point négatif, c'est la partie avec Elle Fanning. J'arrive pas trop à voir à quoi elle sert, en fait. Même encore aujourd'hui, quand je réfléchis au film, je sais pas, elle pop là, et j'ai eu un peu du mal à... Moi, je trouvais que c'était la clé, justement. Ah ouais? Ah non, moi, La pas clé. du tout, du tout. Non, mais c'est pas un personnage important, mais c'est celle qui m'a fait comprendre le film à un moment. Ouais, moi aussi. Quand elle va au théâtre voir Renate, c'est là où j'ai compris le film. Genre, quand elle va la rencontrer et qu'il y a le plan avec les deux à côté, et là, j'ai compris, genre, ce qu'on me racontait depuis 1h15, et... Ouais, c'est vrai que cette scène, elle est Et bien. là, je me suis dit, putain, ok, là... En fait, genre, j'avais l'impression que le film n'avait pas de moteur narratif, et en fait, toutes les scènes d'avant ont un sens. Et genre, le film qu'il est en train de préparer, je comprends exactement ce qu'il veut faire, et là, c'est énorme. Ah, mais t'avais pas compris avant ça? Ce qui se tramait? Moi j'ai compris hyper tard aussi, pareil. Bah, moi j'ai avant, compris on le quand sait- elle Bah se non. change de couleur de cheveux. Bah oui, c'est ça. L'actrice. Quand elle va la voir et qu'elle a changé de couleur de cheveux. Mais pourtant, nous, on a compris direct. Ouais, quand moi, j'ai Moi, pas l'impression d'avoir bugué. Moi, dès Deauville, j'ai compris ce qu'il faisait. Non, bah on va en reparler dans la partie spoiler. Je pense qu'on parle pas de la même Tu chose. parles... Mais toi, ouais, ok. Vous parlez pas de la même En chose. Parce qu'il y a une nuance dans le film. Il y a le film qui prépare. Mais on en reparlera dans la partie spoiler, je pense. Peut-être. On fait Mais le alors, tour toi, et j'ai on pas en compris, reparle. Et puis juste pour finir sur Elle Fanning, c'est que moi je sais que par exemple le sujet notamment de la dépression, c'est un sujet où j'ai un peu de mal à être empathique, je sais pas pourquoi. Et en fait, du coup, le fait qu'elle soit tout le temps un peu larmoyante, alors qu'elle n'est pas touchée par cette maladie, genre elle est sur d'autres problématiques, je trouvais que ça venait me perdre, tu vois. Je savais plus trop avec qui je devais être en empathie, je comprenais pas pourquoi elle était aussi... je sais pas, j'ai eu vraiment du mal à m'identifier à son personnage. Oui, c'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux sœurs. J'ai trouvé que sa sœur, elle était incroyable. Genre, j'ai trouvé qu'on sentait vraiment le poids qu'elle avait sur ses épaules. Enfin, j'ai trouvé que elle joue. Enfin, son personnage, j'avais l'impression de beaucoup le comprendre. Et j'ai beaucoup aimé les scènes de fin où elles se retrouvent toutes les deux, où tu vois comment elles s'aident. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Voilà. Moi, je trouve ça trop bien, que dans ce truc où genre t'as un personnage qui a vraiment un symptôme important, et ben la sœur qui est celle qui aide, qui est un peu tout le temps dans l'ombre, en fait, elle est presque autant de temps de film complètement. Que Renate. Ouais. Ah oui. Ouais, ça c'est vrai que c'est super. Je suis d'accord. Ouais. Surtout qu'elle a un rôle ingrat en fait. Et Ouais. moi j'ai eu peur qu'elle justement soit un peu le parent pauvre du film, de se dire, du coup c'est un mauvais jeu de mots, mais parce que du coup j'avais peur que ça soit un personnage un peu de fond qu'on traite mal, parce que c'est un peu le rôle ingrat de la meuf qui tient un peu le lien de la famille, qui est un peu tout le temps la diplomate, qui essaye de trouver l'équilibre, qui a des conflits de loyauté, et genre qu'on dit en fait elle essaye de plaire à tout le monde, alors qu'en fait juste elle essaye de maintenir l'union, et je trouve qu'en plus hyper intéressant qu'à chaque fois ça soit elle qui serve de plateforme pour que le père et Renate se retrouvent, puisque du coup on fait toutes les scènes où Renate et son père se retrouvent, à chaque fois elles sont motivées par la sœur, puisque à l'enterrement au début, c'est pas un spoil, c'est elle qui a invité son père, et puis plus tard aussi les fois où elles se voient, c'est en fait à des fêtes de famille chez la sœur, où genre il y a l'anniversaire du gamin, etc. Et donc j'ai trouvé qu'elle avait un rôle hyper juste. Même à la fin, le dénouement, c'est elle qui le joue, qui a un rôle décisif. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Enfin, quand même, parce que je trouve ça hyper ouf qu'il ne soit pas enfermé juste dans le duel entre le personnage de Stellan Skarsgård et Renate. Mais surtout, plus le film passe et plus son personnage prend de l'ampleur, et tu te rends compte qu'il a plus que ce rôle de confident de la fille dépressive, et qu'en fait il a un vrai rôle, et que
Et qu'elle aussi, elle a eu ses trucs en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant que ce soit elle qui a été actrice enfant, qui est tournée dans le film du gars, et que ce soit pas sa sœur qui est devenue actrice après. Et ça, j'ai trouvé ça ouf parce que du coup, moi je pensais que elle-même- c'était la fille au début. Bah ouais, et ça, je trouve ça C'était dingue. la première. Parce que Ça, ouais, c'est au trop début, bien. t'es pas à l'aise sur les prénoms, et du coup, il dit c'est ma fille Agnès. Et moi, je me souvenais plus exactement que le Ah personnage oui, de c'est Renato vrai, en s'appelait fait, Nora. si on avait Et après, j'ai reconnecté et je me suis dit, ah putain, c'est hyper ouf parce que du coup, celle qui avait pas été prise pour le film, elle est devenue actrice, mais elle veut pas tourner avec son père. Et l'autre qui a tourné avec son père, finalement, elle s'est orientée sur complètement autre chose. Enfin bon, voilà. Mais ça, preuve de ça, elle est quand même sur l'affiche aussi, la sœur. Hein. Donc Oui. c'est quand même un personnage très Ouais. principal. Hein. peut-être, du coup, vu que j'ai pas mal pris la parole, je vais faire mon avis un peu plus global. Mais moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Genre, vraiment, je pense que ça se bagarre avec ce brutaliste là, assez fort, mais il y a moyen que ce soit mon top 1 de l'année. Bon, déjà, je vais faire les évidences assez rapides parce que je vais les laisser à Gaspard parce qu'il en parlera mieux que moi. Mais sur la réal, mais quel écrin. Genre, vraiment, c'est une folie. Genre, il n'y a pas un plan qu'elle est. C'est genre juste, c'est de la pure beauté. Mais genre, moi, dès le début, genre, les détails qui sont filmés de la maison, genre, déjà, j'étais emballé. Et moi, toute la partie dont vous parlez des 1 heure où il n'y a pas vraiment de moteur narratif, il y a le film qui se prépare un peu en fond, il y a Renate qui a des petites histoires, enfin des choses comme ça. Enfin, du coup, c'est pas, il n'y a pas encore vraiment une histoire liée. Et en plus, il fait un peu tout le temps des cuts un peu bizarres où il y a un fondu en noir, enfin pas un fondu, mais il y a un écran noir pendant 1/10 de seconde et puis après on passe à la scène suivante qui fait un peu slide suivante. Mais même tout ça, ça passe hyper bien pour moi parce que pour 2 choses, c'est la réal qui est sublime. Genre, Oslo, cet été à Oslo, c'est incroyable. Et puis les acteurs sont géniaux. Enfin, vraiment, le jeu d'acteur, moi, je suis estomaqué, quoi. Enfin, tout le monde est très, très fort dans le film et voilà. Et du coup, ça fait. Et donc, mon point positif suivant, ça fait le lien avec ce qu'on disait là, mais c'est que pour moi, tous les personnages ont un traitement hyper subtil et j'avais peur au début. L'actrice hollywoodienne, j'avais un peu peur que ce soit un peu la caricature en mode de la meuf superficielle qui est un peu une star internationale, etc. Parce qu'au début, d'un point de vue médiatique, parce que du coup on la rencontre un peu par les interviews, par le festival de Deauville, elle a l'air un peu comme ça et en fait finalement quand on la découvre un peu dans le travail d'actrice, elle est quand même, c'est plus un être humain sensible, qui est plus modeste, qui a plus d'humilité et ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, donc ça et la sœur on en a parlé. Et après du coup moi le gros point fort et on en débriefera aussi sur la partie spoiler, mais pour moi c'est le retournement de situation. Enfin pour moi le twist qu'il y a autour du film, je le trouve absolument génial. Où genre du coup pendant 1 heure et quart, voilà, on m'emmène quelque part, j'y comprends pas exactement. Et donc je l'ai dit, mais la scène donc où l'actrice Elle Fanning va au théâtre voir Renate, et là je comprends en fait ce qui se passe, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, la tentative de renouer le dialogue par l'art, par le cinéma, etc. Et là, je prends une claque. Genre à partir de là, je me suis dit, ok, putain, il est tellement fort et les scènes d'avant prennent du sens. C'est-à-dire que là où je vais nuancer par rapport à ce cinéma, c'est que moi je trouve que les scènes d'avant, en fait, pour moi, elles prennent du sens après le twist. Et c'est pas un truc où je me dis, ah, pendant 1 heure, c'était un peu gratuit et maintenant, genre, il y a du sens. C'est que maintenant, je peux revoir le film une 2e fois et ces scènes-là, je les relirai en me disant, putain, maintenant que j'ai tous les éléments, en fait, elles sont ouf. Oui, mais moi, c'est juste pour dire que je suis d'accord avec toi, mais c'est simplement de dire que même si elles avaient du sens, peut-être que si le récit avait été un petit peu construit différemment, ça aurait pris du sens un peu plus tôt, tu vois. Ouais. Et que là, du coup, c'est la 2e vision du film qui va te permettre de te dire, mais c'est tellement fou. Bah oui, mais moi j'aime bien justement ce côté un peu relecture nécessaire. Ouais. Je pense qu'il faut... Ouais, il faut accoucher là. Enfin, ouais. Parce qu'en fait, on se comprend pas là. Mais peut-être qu'on est d'accord sur le même truc. Hein. Enfin, moi, je suis pas sûre que vous. Du coup, je vais juste finir, mais Fini, voilà. Et après, on revient parce que là. En vrai, et je vais laisser Gaspard faire son avis et on va partir dans la partie spoiler. Non, allons-y direct là, c'est bon. Si vous voulez. Alors. Non, mais finis ton truc. Et après... Non, mais juste dit, genre la scène de fin, je la trouve immense. Genre vraiment, je la trouve. La scène de fin, elle est exceptionnelle. Ah ça, c'est pour les puristes du cinéma, ça. Ça, c'est pour nous, on est bons clients quand même. Non, et puis t'y crois en fait. Moi, à un moment, j'y ai cru. Hein. Ah oui. J'y ai cru, ouais. Tu pensais que c'était la vraie vie? Bah ouais. Mais je comprends. Mais vraiment pas longtemps, hein. Mais j'étais en mode wow. Et après, j'étais en mode oui, évidemment. Mais... Et moi aussi, mais ça m'a pas plus touché que ça. Et c'est pour ça que je m'attendais à mieux comme film, parce que j'y allais vraiment avec des énormes attentes.
Et j'ai pas été aussi touché et ému que ce à quoi j'avais envie d'être touché et ému. Et cette scène de fin, elle est très belle, magnifique, mais elle m'a pas assez ému, je trouve. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Mais Gaz, je Ouais. me permets de parler pour toi, je devrais peut-être Ouais. pas, mais si je me Si. souviens bien, quand on est sorti de la séance, et c'est toi qui as dit ça, et je me suis un peu approprié ton ressenti, je pense. Mais tu as dit que, bah, justement, tu as dit que la dépression, c'était pas quelque chose auquel tu Oui. étais très sensible. C'est juste. Et moi, j'ai eu l'impression de trouver un peu de la résonance dans ce que tu disais parce que j'avais pas eu énormément d'empathie à certains moments et tout. Et du coup, bah voilà, c'est peut-être ça aussi qui t'a laissé en dehors, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Après, je trouve ça quand même très cinégénique, la dépression, parce que les gens pleurent, donc, ils sont dans le mal et tout, donc je trouve ça cinégénique, parce que du coup, ça te touche. Mais effectivement, peut-être que ça me touche pas autant que d'autres problématiques, d'autres sujets me touchent. Et plus globalement, sur mon avis sur le film, moi, je suis un grand fan de Joachim Trier. J'adore Oslo. J'ai trop envie d'y aller, comme New York, mais encore plus. Et donc, c'est exceptionnel, c'est très beau et tout ça. Mais voilà, je m'attendais à un énorme dinguerie. Et du coup, je reste un peu sur ma faim. Même si c'est peut-être un des films que je vais préférer cette année, mais voilà, je m'attendais à du 5 et j'ai eu du 4. Mais voilà, c'est peut-être ma faute, je m'attendais à trop bien. Voilà. Bon, bref, on peut passer à la partie spoil. Bon, du coup, Donc, si vous n'avez pas vu le film, si vous n'avez pas vu le film, en fait, je peux vous dire au revoir parce que du coup, on a fini. Non, en fait, je vous conseille vraiment de regarder le film avant de regarder la partie spoiler parce que c'est quand même, enfin, je trouve ça dommage de le découvrir en nous écoutant, quoi. J'ai l'impression que je vais allez voir le découvrir film. un truc comme le successeur là. Non, mais surtout, allez voir le film parce que allez c'est voir le vrai, vous vraiment avez film. compris. C'est génial. vraiment génial. Donc, Donc il faut maintenant, absolument que vous alliez voir le film, c'est vraiment génial. ouais. Donc maintenant, ceux qui sont revenus, qui ont vu le film, ceux qui l'ont déjà vu, on passe à la partie spoiler. Allez. Alors, donc le twist autour du film, c'est que pendant tout le film, il nous laisse croire que le film est sur sa mère, genre qu'il est sur le suicide de sa mère. Et en fait, c'est sur le Et en suicide, fait, c'est la sur tentative de suicide. de Nora, de sa Ok. fille. Ouais, c'est sur les deux quoi. Et oui, il reprend un peu Ouais. d'éléments de sa mère, mais en réalité, le vrai dialogue, c'est avec sa fille. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial parce que pendant 1 heure du film, à chaque fois, l'actrice, elle insistait quand même. Elle disait, est-ce que tu peux me parler de ta mère? Parce que pour elle, c'était évident que c'était un truc sur sa daronne. Et il lui dit, non, mais c'est pas sur ma mère. Et moi, je me disais, bah juste, en fait, il assume pas, c'est un non-dit, il veut le faire pas à travers du film, il veut pas en parler de manière directe, c'est une zone sensible, etc. Et donc, du coup, pendant tout le film, je me disais, bah, c'est bizarre, il en parle pas, et à chaque fois, il insiste sur le fait que c'est pas sur sa mère. Et du coup, quand je vois Elle Fanning qui va voir Renate au théâtre et qu'en fait c'est sa sosie, qu'elle est coiffée Ouais. comme elle, du coup il l'a fait ressembler à sa fille. Là, je comprends et je me dis ah bordel, c'est ça en fait. Parce qu'au début du film, ils ont dit ah est-ce que tu penses qu'elle est en train de refaire ce qu'elle a fait? Parce qu'ils nous ont pas dit elle a tenté de se suicider. C'est sa sœur et son mari qui discutent en disant est-ce que tu repenses qu'elle est en train de retomber dans cette période-là? Donc moi j'avais un peu suspecté Oui, qu'il y moi avait aussi. ça, tu vois. Et là où ça m'a confirmé, c'est quand je vois l'actrice arriver et que je me dis putain c'est la sosie de Nora. Bon bah en fait ok, le film il est sur elle et ça Ouais. là je trouve ça incroyable. Et la scène de lecture du scénario, ça confirme ça du coup. Bah oui, du coup, parce que la sœur, en fait, parce que du coup, ce qui est ouf, c'est que la première scène, quand il lui présente le scénario, et c'est là où ça symbolise pour moi l'impossibilité du dialogue, c'est qu'il veut pas lui dire en direct, bah voilà, je sais pour ta tentative de suicide, etc. Il lui dit, lis le scénario, s'il te plaît. Ouais. Mais vu que il est très mauvais et qu'il dialogue pas et que le dialogue est impossible entre eux, elle lui dit non, je lirai pas, ça a pas aucun intérêt, je vais pas jouer dans le rôle. Et Et dès lui, il qu'elle- insiste pas en disant ah mais il y a quand même un truc plus important, ça me tient à cœur que tu le lises. Ah ouais. Il reste planté sur place quoi. Ah ouais, mais bourré, complètement bourré. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, en fait, le film, il y a un carrefour au début où en fait, elle lit pas le scénario et donc il y a 1 heure d'incompréhension, d'impossibilité Le de dialogue. quiproquo. Et en fait, après, la sœur, quand elle débloque la situation, je trouve ça génial quoi. Mais pourtant, sa tentative de suicide, c'était pas ce qu'elle fait dans le film du coup. Parce qu'elle a pas d'enfant. Non, mais parce que. Mais en Ouais. fait, Mais c'est quand même, c'est sur ce truc de tentative de suicide, mais il reproduit pas ce qui s'est passé. C'est pas quand même glauque à ce point Non, du coup. c'est ça. pas. Non, mais surtout qu'en fait, il est pas au courant.
Enfin, Oui, parce qu'elle lui oui. dit, je lui en ai jamais parlé, donc elle est pas au courant. Il est pas. C'est juste qu'en fait le truc, c'est de se dire, en fait, c'est un père qui a été absent, mais pourtant par l'art quand même, il est capable de comprendre ses filles parce qu'il écrit un scénario, il pense à sa fille. Et il tombe juste parce qu'il y pense en fait à un truc qui s'est vraiment passé autour du suicide. Elle s'est pas effectivement suicidée, elle a tenté de se suicider. Et ça, je trouve ça incroyable. Et je trouve en plus d'autant plus fort, c'est que à la fin, le film, ce que j'ai trouvé ouf, c'est que la scène, elle se passe de nos jours. Genre le gamin, il a un téléphone. Alors que quand il fait la lecture du scénario au début avec l'actrice, le gamin, il a oublié son drapeau de la Norvège parce que ça se passe à la période de son enfance. Et en fait, à la fin, il assume beaucoup plus que c'est sur sa fille et ça se passe de nos jours. Le gamin, il a oublié son smartphone et ça, je trouve que c'est du génie, quoi. Mais du coup, c'est sur sa mère aussi. Ouais, il reprend des éléments. Mais en fait, Mais du coup, il y a un truc d'hérédité un peu Ouais. entre sa mère et sa fille. bah, en fait, moi, c'est Sa ça petite que fille. Sa petite fille, ouais. Sa fille à lui, ouais. c'est ça que je trouvais encore plus fou dans le scénario et où je trouve qu'il va à un niveau supérieur, c'est que il y a un peu la question du trauma transgénérationnel et de à quel point tu vois la mélancolie de sa mère, elle se transmet aussi à sa fille sans qu'il y ait que en fait ce soit la question du père absent qui l'a rendue triste, en fait, juste elle est triste enfin d'un truc comme ça qui tombe sur elle. Et je trouve que en fait le scénario, il lui parle à elle et il la bousille, mais en fait peut-être que lui, il a aussi perdu sa mère à 5 ans en sortant de l'école. Et en fait, je pense qu'il parle aussi un peu de lui, il parle un peu de sa mère. Et c'est à quel point, du coup, ce trauma-là, c'est transmis de génération en génération, de sorte à pouvoir parler à tout le monde. Et je trouve ça vraiment tellement fin, quoi, tellement. Ah bah tellement ça stylé. c'est fin. Hein. Ouais. Mais Moi, ça. franchement, s'il y a un truc Pardon, que je peux Gas. dire, c'est que c'est fin. Non, Ouais. je mettais l'emphase un peu sur cette finesse parce qu'elle est bluffante. Hein. Mais du coup, en fait, on a eu la même. Je pense, Gas. Moi, du coup, j'ai réalisé comme vous au même moment, mais comme depuis le début, il veut que ce soit elle. Et que du coup, moi, je me suis dit, c'est une raison de plus pour que ce soit elle. Mais je l'ai pas vu comme un déclic dans le film, tu vois, cette scène. C'est pour ça que. Bon, bref. Ouais, je comprends. Mais le scénario est brillantissime. Hein. Franchement, Ouais. Ouais, c'est incroyable. d'une propreté. Ah ouais, c'est clinique, clinique. Vous aimeriez le revoir? Aller à Oslo, ouais, j'adorerais. Moi, Revoir je le vais film. voir Julien 12 chapitres puisque je suis la seule de vous trois, Ouais. vous trois qui ne l'ai pas Mais vu. c'est vrai qu'on avait adoré Julien Duchesne. Mais moi, malheureusement, Pas toi, Snéha. moi beaucoup j'aimerais moins bien bien. le C'est revoir. beaucoup moins bien. Je le ferai pas, mais j'aimerais bien le revoir parce qu'il m'a pas assez. Mais parce que parce que je pense que je m'attendais à mieux et du coup je suis un peu deg. Mais je le retiens pas assez, malheureusement. Je suis un peu dégoûté. Mais il faut que je le Ça voie n'a pour rien qu'on à s'en voir. parle. Parce que ça n'a rien à Carrément. voir. De quoi? Bah, je trouve valeur sentimentale bien plus aboutie que Julien 12 chapitres, moi, personnellement. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mais j'ai quand même préféré Julien 12 chapitres. Ça me parlait plus, quoi. Les trucs d'amour, ça me parle plus que des trucs de dépression. Ouais. Je suis un amoureux de l'amour, moi. On conclut là-dessus sur un amoureux de l'amour. Allez, Gaspard, parfait, c'est ça part. Et bah donc on vous donne rendez-vous pour le mois de septembre où on traitera de Connemara, de Sirat, d'une bataille après l'autre et de All of You. Salut, à plus. À plus. Ciao.